On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement d'un guide d'enseignement traditionnel des Indiens d'Amérique. Mais parlons d'un grand disparu, celui de David Bowie. Et on reçoit l'un de ses plus grands fans, le Joannais, le DJ Michel Roy. Il y a une nouvelle qui a pris un peu tout le monde par surprise, c'est la mort de David Bowie, mort d'un cancer à l'âge de 69 ans. Il souffrait de cette maladie depuis 18 mois. La nouvelle ne s'est jamais ébruitée, et d'autant plus que dans les derniers jours et même les dernières semaines, il y avait eu le lancement d'un album, d'un clip et tout ça. Visiblement, il avait préparé sa mort jusqu'à la dernière minute. Et l'un des plus grands fans de David Bowie, c'est le Joannais Michel Roy, bien connu comme disque jockey dans la région ici. Michel, bonsoir. Bonsoir, Eric. Écoute, j'ai pas pu faire autrement quand j'ai appris la mort de David Bowie. Tout de suite, j'ai fait le lien. Je me rappelais de toi, ici à la télé ou des reportages dans le Canada français où on t'identifiait comme étant l'un des plus grands fans de David Bowie. David Bowie, là, avant de parler un peu de sa biographie, là, pour toi, ça représentait quoi? Comment es-tu tombé fan de la musique et de cet artiste-là? Bien, en fait, écoute, ça remonte au début des années 70. J'avais un copain depuis la deuxième année. On a commencé à l'école, on collectionnait des cartes de hockey, on s'échangeait des cartes de hockey, on jouait au hockey ensemble. Puis à un moment donné, la musique a fait son apparition. Tu sais, les premiers Led Zeppelin, Black Sabbath. Puis à un moment donné, on a entendu parler de Bowie, on a acheté les premiers disques. Puis là, c'est devenu comme une folie, une passion. C'est devenu même, à un moment donné, là, une obsession. Parce que David Bowie, il était un visionnaire. À sa façon, quand que lui sortait un album, le style de musique qu'il apportait était différent de tout ce qui se faisait à l'époque. Puis en plus de ça, c'était théâtral. Il y avait Alice Cooper, là, un petit peu dans ce temps-là, qui commençait à faire des spectacles théâtrales pas mal. Mais moi, ça m'a influencé beaucoup dans le sens que pour ma mode, pour mes cheveux, puis également la passion, la musique, moi, j'allais dans le sang. Comme tu le sais, je fais de la musique, ça fait 40 ans. Puis ça m'a suivi tout au long de ma vie, je dirais, parce que j'ai collectionné David Bowie pendant une trentaine d'années. Parce qu'on le voit, là. Puis là, d'ailleurs, ça t'a imposé un certain ménage ou tu avais déjà fait du ménage, je pense, chez vous. Oui. Là, tu me dis au téléphone, dis, ben là, ça tombe mal, je viens de serrer des albums d'une boîte parce que là tu as amené quelques items. Oui. Parce que c'est ça, en plus d'être un grand fan de David Bowie, là, dans les 30 dernières années, là, tu as été appelé à collectionner un paquet de trucs, là. Oui. Des photos, des disques, des albums, des magazines, des découpures de presse. Oui. Mais ça va plus loin que ça. Écoute, mon ami, là, Eric, je nommerai pas le nom parce qu'il veut pas que je nomme son nom. Mais lui, il est encore pire comme moi, je te dis. D'une façon différente, lui, tout ce qui sort, les revues, les livres. J'ai passé 3 heures après que tu m'aies téléphoné hier chez lui, juste elle m'a montré jusqu'à ce qu'il avait acheté là, dans les 2-3 dernières années. Je te dis, tu ne croiras pas ça. Des livres, là, des gros livres avec... En fait, David Bowie, il y a eu 2 photographes officiels. Il y a eu Mick Ronson, qui le suivait encore en dernier, et puis il y a eu Zukita, qui vient du Japon. Donc, ces 2 photographes-là, tu sais bien que David Bowie lui donnait la permission de prendre des photos tout partout, tout ce qu'il faisait, d'un train, des avions, Puis, à un moment donné, ils ont compilé toutes ces belles photos-là, puis ils ont sorti des livres numérotés avec la signature de David Bowie. Puis ça se vendait 500, 600, 700 $ du livre quand ça sortait. Il y en avait peut-être 1000 dans le monde. Aujourd'hui, ça vaut 5 000, 10 000. Imagine-toi, à cette heure qui est mort, comment est-ce que ça va valoir? David Bowie est né en 1947 en Angleterre. À quel moment, c'est quoi un peu son histoire? C'est quoi son enfance? C'est quoi ses influences? Qu'est-ce qui fait qu'il est devenu ce qu'il est là, dans les années 60 et 70? Écoute, David Bowie, en 1962, il était tout jeune, il avait une quinzaine d'années. Son frère, il avait 13 ans de plus que lui. Ses grandes influences à son frère, au niveau littéraire, ont été Jack Kerouac. Ça a été le premier bouquin que David a reçu de son frère. Donc, on sait, Jack Kerouac, c'est un poète, c'est un écrivain. Donc, déjà là, dans sa tête, ça lui a mis des idées. Et puis, pour la musique, bien, beaucoup de jazz. Charles Mingus, John Coltrane, c'est des grosses influences de David Bowie. Et puis, à part ça, il a acheté son premier saxophone, il avait 15 ans. Et puis là, il y a eu un genre de bal à l'école. Et puis, David avait un gars qu'il avait rencontré qui s'appelait George Underwood. Lui, ce gars-là, c'était un chanteur. Fait que David, il jouait du sax, puis l'autre chantait. Puis juste avant le spectacle, il y avait un autre groupe qui jouait avant lui, puis c'était Peter Frampton.
Mais là, on parle de 1962, ça fait longtemps de ça, là. Mais les influences musicales dans ces années-là, on était un peu au lendemain d'Elvis, les Beatles, les Oui. Rolling Stones. Et lui arrive vers 67, 68, 69 avec, entre autres, Space Oddity. Oui, qui mais il y a été une beaucoup de rampe- chemin qui mais s'est il y a eu fait du avant. chemin- mais il y a eu du Ouf! chemin avant, mais c'était comme une rampe de lancement. La Space Oddity, c'était quand même Je ce qui l'a t'arrête, fait, qui Éric. l'a fait connaître. Non. Avant Non. ça? Non, même pas. Space Oddity, ça l'a joué, mais c'est pas devenu un hit pour lui, là. Tellement qu'il était obligé, après ça, de faire du mime. Il a rencontré Lindsay Kemp, qui est un mime reconnu. Il a fait du mime avec lui. Il a essayé de jouer dans des pièces de théâtre, dans des mini-films. Ça n'a pas fonctionné. À un moment donné, il a rencontré Ken Pitt, qui est un producteur. Ken Pitt a essayé de faire des choses pour lui avec ses premiers groupes. Dans ce temps-là, on ne l'appelait pas David Bowie, on l'appelait Davy Jones and the King Bees. Et puis, à un moment donné, il y a eu le Don Kirshner Rock Concert qui jouait aux États-Unis dans les années 70, à peu près, si je ne me trompe pas, 69. Et puis, il y avait The Monkees qui était produit par ce monsieur-là. Et puis, le chanteur des Monkees s'appelait Davy Jones. C'est pour ça que David Bowie est devenu David Bowie. Et puis, il est obligé de changer son nom à cause de ça parce que lui, il n'était pas connu. Et puis, c'est comme ça qu'il s'est appelé David Bowie. Puis, les seules recherches qui ont été faites par rapport au mot Bowie, c'est supposément que c'est un couteau dans le temps de la guerre. Bowie knife, qui disait. Quelle a été l'influence de sa première épouse? Angie est une rencontre énormément importante. Cette fille-là, il l'a rencontrée. Elle était la petite amie d'un gars qui travaillait pour Mercury à l'époque. Il y avait un lancement de disque, en fait. C'était le lancement de disque d'un album de King Crimson. C'est drôle de dire ça. Et puis, Angie a rencontré David, puis à ce temps-là, il avait les cheveux longs frisés. Il avait l'air d'une femme. Et puis, ça a été une rencontre déterminante pour lui parce qu'il avait refusé, une semaine ou deux avant, les démos que Ken Pitt avait présentées à la compagnie Mercury. Et donc, Angie a aidé David à signer chez Mercury. Elle est devenue sa femme un an plus tard. Et puis ça a été déterminant. Parce que selon moi, Angie a été la machine en arrière de David Bowie. Au niveau de son image? Au niveau de son image, ses cheveux. Si ses cheveux ont changé, c'est à cause d'Angie. Le maquillage, les costumes, les postures. Et puis, lui, il y a eu beaucoup de son influence qui est venue grâce à Angie, mais aussi Lindsay Kemp et puis des personnes qui étaient autour de lui dans ce temps-là. Sa musique, là, au niveau des paroles, les textes, ça Oui. racontait quoi? C'était quoi la thématique de base des chansons de David Bowie? Ou son Non. évolution aussi artistique? Oui, bien là? oui, il y a une évolution, c'est sûr. Il y a eu le personnage de Ziggy Stardust qui s'est installé dès le début. En fait, c'est un personnage de Ziggy Stardust qui s'est donné tellement qu'il est devenu un idole, un icône à ce moment-là. Parce que les grosses années de David Bowie, c'était vraiment au début avec l'album Hunky Dory et l'album Ziggy Stardust. C'est ça qui a démarré David Bowie. Tellement que jusque de 72 à 73, il y avait The Spiders from Mars, le groupe qu'il avait fondé. Il y a eu la rencontre très importante avec Mick Ronson, qui a été son guitariste pendant plusieurs années. Et puis, malheureusement, Mick Ronson est décédé lui aussi d'un cancer. Et puis ça l'a vraiment touché David Bowie aussi. Bon. Le David Bowie aussi, plus pop que les plus jeunes ont connu, c'est le Let's Dance, entre autres, mais il y a eu d'autres chansons, Under Pressure aussi, un petit peu. Oui, un petit peu avec avant. Freddie Mercury. Mais David Bowie, 70, 80, 90, si on le prend par décennie, là, c'est quoi la différence? Ça a tout le temps été un personnage à chaque fois. Mais comme je te dis... Le fil conducteur, c'est quoi? Le fil conducteur, Ouais. Dans ces trois décennies-là, là, 70, 80, 90. son génie, sa vision, la façon qu'il créait ses chansons, ce qui l'amenait à composer. Écoute, je vais te conter quelque chose de spécial, parce qu'il y a un moment donné, il y a une exposition qui a été faite. Il y avait 300 items à Toronto, dans un musée, où on présentait les différents costumes à différentes époques de David Bowie. Et puis, je te jure, David Bowie, ça a l'air qu'il y avait 170 000 items. Il a tout gardé, qu'est-ce qu'il y avait. Même les coupeurs de cigarettes où ce qui écrivait des paroles, il a
tout gardé. Bon, il y avait un certain lien aussi avec le Québec. On a dit de lui qu'il est venu à quelques occasions à Maronites, au studio. Avait fait aussi des trucs avec La 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 Human Steps de Edward Locke et la danseuse Louise Le Cavalier. Oui. Une rencontre quand même assez déterminante où il voulait travailler avec ces gens-là. Oui, mais dans le fond, la tournée Sound and Vision en 1990, j'avais eu la chance d'assister à la conférence de presse et puis Louise Le Cavalier avait dansé sur la chanson Fame puis dans quelques autres. Je ne sais pas si tu te rappelles de Carole Laure aussi, qui avait à cette époque-là avait sorti un album où on voyait Louise Le Cavalier danser avec elle. Et puis c'était le même genre de mouvement là, qui se tombait, puis avec puis David Bowie a appris ça comme ça. Comme ça. Puis savais-tu ça que David Bowie, le moonwalk de Michael Jackson, là, Michael Jackson, il l'a pris à David Bowie. Ah oui. Oui. Parce que dans la tournée Diamond Dogs, si tu le vois très bien, c'est un des seuls spectacles où on n'a pas vraiment de vidéo vraiment, comment je pourrais, excuse l'expression, là, clean. Ouais. C'est juste des petits vidéos pirates, puis on le voit très bien quand il fait son moonwalk sur la. En même temps, David Bowie, c'était une bébête un peu spéciale. Parce que, non, mais quand il était tout jeune, au collège, il revendiquait le droit des gars de porter les cheveux longs. Après ça, il a revendiqué un peu le droit d'être bisexuel, d'être androgyne, de s'habiller en femme pour la pochette d'un album. Bref, il était vraiment, mais vraiment à contre-courant sur son époque. Ah oui, c'est sûr. La première fois qu'il est venu aux États-Unis, il était en robe. Il a choqué, là, ça a fait un scandale. Puis lui, il ne voulait pas faire ça, mais il prônait la bisexualité d'une certaine façon. Mais en même temps, il a été marié, puis là, d'ailleurs, sa dernière épouse, Iman, c'est ça? Qui est une mannequin internationale, avec qui il était depuis plusieurs années, je pense. Oui, ça fait 15 ans. Il y a eu une fille avec elle. Et c'est quoi le Bowie des 15 dernières années? Parce qu'il n'a pas arrêté une minute, même se sachant malade, nous, on ne le savait pas, mais lui, il le savait. Il aura contrôlé tout l'agenda jusqu'à la dernière minute. Là. Ah oui. Sa mort, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Ah, absolument. Parce que là, il a lancé son album, qui était quoi? 2 jours avant qu'il meure. 2 jours avant son décès. C'était son 25e album? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Et tout ça, d'ailleurs, ça coïncidait aussi avec son anniversaire. Oui. C'est ça. Vendredi, le 8 janvier, c'était son anniversaire. Mais son dernier album, là, et notamment le vidéoclip qu'on a pu voir un peu partout. Black Star. Où il dit, je pense qu'au début, je suis quoi? Je regarde vers le ciel, je suis au paradis ou quelque chose comme ça. Là. Oui. Donc, en quelque part, c'était son testament. Oui, c'est son testament. Puis Tony Visconti, un de ses meilleurs amis, confidents, comme je te disais tantôt, l'a dit lui-même, que c'était sa façon à lui. Il a tout le temps tout contrôlé, David Bowie. Il a tout le temps voulu faire à sa façon, de sa façon. Puis c'est ce qu'il a fait avec son dernier album. Et puis André, qui travaille ici, était vraiment en profondeur de l'album. Moi, je n'ai pas eu la chance d'aller aussi en profondeur que lui parce que je l'ai eu hier soir. Mais tu n'as pas reçu la version vinyle encore. Non, c'est ça, je l'attendais. On était pris par surprise, ça existe tu l'as encore, dit. Oui, le vinyle était jamais... Mais tu l'avais déjà commandé. Oui, je l'avais commandé. Mais, tu sais, André, lui, il pense que vraiment, les 3 premières chansons sont Jésus, Marie-Madeleine et puis Lazarus. Lazare. Ouais. Donc, c'est son testament. Comme tu disais tantôt, regardez-moi, je suis au paradis. Je m'envole. Je suis comme le merle bleu. Je suis libre comme l'air. Ouais. Je suis libre. Regardez-moi. Il savait très bien. J'en parle, puis coup de broyer, tu sais. J'étais encore sous le choc. C'est quoi le souvenir que tu vas garder de Bowie jusqu'à la fin de tes jours, au-delà des items que tu as pu recueillir? Les plus beaux souvenirs, c'est quand je l'ai rencontré. Tu l'as rencontré 1 fois, 2 fois? 2 fois. En quelle année, les 2 fois? Ou à peu quand près, il est venu avec Tin Machine, en fait, c'est 3 fois. La première fois que je l'ai vu, j'ai pas pu m'approcher de lui. Ouais. J'étais comme pas loin. C'est pas facile de s'approcher de quelqu'un comme ça, hein? Et les 2 autres fois? Les 2 autres fois, mais c'est quand il est venu avec Tin Machine à La Brique, le club La Brique, qui était pas loin de Musique Plus. À cette époque-là, le propriétaire de ce club-là, que je connaissais, m'avait téléphoné pour... me demander si je voulais faire la musique avant le spectacle. Moi, je capotais. J'étais pour amener plein d'affaires, je vais le faire signer, puis tout. Puis 2 jours avant, il m'a appelé pour me dire que ça ne fonctionnait pas parce que
Le management qui entourait David Bowie avait déjà un concept avec des téléviseurs un peu partout dans le club où il passait des images. Puis, ça reste comme ça. Fait qu'il dit, par contre, il dit, Michel, il dit, je le sais que tu veux le voir. Je t'invite. Puis il y avait moi, puis il y avait Marc Coiteux. C'est la seule entrevue qu'il accordait à cette époque-là, Marc Coiteux de Musique Plus, qui était un avocat qui tu l'as rencontré quelques instants. J'ai eu la chance d'y parler un petit peu, mais pas longtemps, parce qu'il y avait une couple de bodyguards autour de lui quand il est sorti. Parce que moi, j'étais là pendant son soundcheck, puis je l'ai vu pendant qu'il faisait son entrevue. Puis quand il est sorti, il y avait un genre d'armoire à glace qui m'a comme tassé, qui m'a dit « tasse-toi », tu sais. Et qu'est-ce que tu lui as dit à David Bowie? Ben moi, il savait que j'étais là, hein. Fait qu'il voyait bien que j'avais une photo, puis que... Fait que le gars, il dit « No camera, no... » Fait que là, David Bowie, il a dit « Non. » Il a dit ça au gars. Non. Puis il a dit même « Prends le Kodak, puis tu vas nous poser. » C'est quelque chose. Fait que ça a été ça. Puis la deuxième journée, il y avait un second spectacle. La deuxième journée, je savais à quelle heure il arrivait, puis j'étais déjà dans la place. Puis quand il est arrivé dans la vanne, j'ai rentré dans la vanne et avec les 3 autres musiciens, peut-être, je sais pas, 30 secondes, 1 minute, j'ai pas calculé le temps. Il m'a signé encore un autre poster, puis j'ai dit merci beaucoup. That's it. Michel, merci beaucoup de nous partager tes souvenirs avec David Bowie. Merci, Éric. Ça a été un plaisir. Restez avec nous puisque dans quelques instants, on vous parle d'enseignement traditionnel. Dimanche prochain, le 17 janvier à 13h, chez Pasquier, dans le secteur Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu, invitation au lancement d'un guide d'enseignement traditionnel des Indiens d'Amérique. On parle d'oracle de la loge des Anciens. On va tenter de vous expliquer, bien sûr, de quoi il en retourne. 2 invités pour en parler. D'abord, l'auteur Michel Guérillard. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Accompagné de Robert Lécuyer, qui est concepteur et illustrateur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Tout d'abord, Mme Guérillard, expliquez-nous un peu, qu'est-ce que c'est l'oracle de la loge des Anciens? L'oracle de la loge des Anciens est un guide d'enseignement spirituel qui est aussi un guide de croissance personnelle aussi. Donc, c'est un enseignement aussi divinatoire. Donc, le guide, il y a un guide pratique et nous avons amalgamé avec ce guide 32 oracles, cartes oracles enfin, qui prédéfinit, je peux m'exprimer de cette façon-là, les enseignements spirituels. D'où est venue l'idée de préparer un tel guide, un tel document, parler avec M. Lécuyer pour la conception, l'illustration? Bien, en fait, très honnêtement, je pratique depuis une vingtaine d'années et c'est suite à un moment sabbatique. Alors, il y a 2 ans, j'ai pris un moment sabbatique et j'ai décidé de prendre une période de repos. Et ce projet-là, c'est un projet que je mijotais depuis longtemps et j'avais jamais vraiment le temps de j'avais jamais le temps de m'asseoir, de l'écrire, de le créer en fin de compte. Alors, c'est vraiment venu à travers une période de repos. Alors, je me suis mis à écrire, je me suis mis chez les Autochtones traditionnalistes, on dit que tout savoir qui n'est pas transmis est perdu. Donc, c'est à partir de
C'est à partir de cette réalité-là. Et en passant, je dois avouer franchement que, très honnêtement, ça a été aussi une thérapie personnelle, je peux m'exprimer de cette façon-là. Ouais. Donc, j'avais besoin mon travail est très oral, je peux m'exprimer ainsi, et j'avais besoin de coucher sur papier, en fin de compte, ce savoir. Et en même temps aussi, ça a été aussi une façon aussi je dirais, de passer une certaine période qui a été particulière dans ma vie. Oui. À quel moment, M. Lécuyer, on vous a donc passé cette commande au niveau de la conception et de l'illustration? Puis je vais les montrer à l'écran parce que c'est quand même assez particulier. Oui. Expliquez-nous un peu dans quel contexte ça s'est présenté à vous. Bien, moi, j'ai toujours un peu fait du dessin, de la peinture, peindre. J'ai toujours été un petit peu dans le côté artistique, mais plus personnel. Et puis, en février dernier, bien, Michel m'a approché pour faire des dessins amérindiens. C'est particulier comme commande, Oui, quand même. Ouais. c'est particulier, puis c'est pas tout à fait à les peindre parce qu'on a envie de peindre quelque chose. Là. C'est vraiment une commande de faire des dessins selon ce qui est demandé, selon l'oracle. Et voilà, ça a été un périple de couleurs, d'amusement, des fois de difficultés aussi, parce qu'il fallait trouver aussi qu'est-ce qui représentait le mieux l'oracle. Ouais. Ils sont à l'envers, je crois. Ouais, ils sont à l'envers, attendez. C'est moi qui les regardais à l'endroit. L'ours tombe en bas de l'arbre. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est quand même particulier comme dessin. C'est très, très coloré. Oui, hein? oui. C'est très coloré et ça représente chaque carte. Voilà. Ça représente, là. Voilà. C'était quand même un niveau de difficulté assez élevé pour trouver quelque chose qui représentait vraiment l'oracle aussi. Vous ne pouvez pas arriver puis mettre n'importe quoi sur la carte, là. Il fallait trouver quelque chose qui allait avec comme le grand rassemblement, on a mis la Terre, la femme bison, bien, il fallait trouver quelque chose aussi qui soit très représentatif à ce que Michel donnait comme exemple, mettons, dans ses écrits. Voilà. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la culture spirituelle autochtone, qui est une culture qui n'est pas nécessairement accessible. Je peux m'exprimer ainsi. Les Autochtones sommes très... je dirais que nous sommes une culture qui garde, qui, à quelque part, je crois qu'il y a un certain phénomène depuis un certain temps là, par rapport à toutes sortes de réalités psychosociales, mais concernant la culture spirituelle, c'est généralement gardé dans des chasses gardées, dans des clans, je peux m'exprimer de cette façon-là. Et pour vous, c'était donc important de le communiquer, de le sortir un peu des cercles. Effectivement, oui. Tout à fait. C'était une façon de... Il faut aussi mentionner que ce savoir-là aussi est un savoir traditionnel, dans le sens de clans familiaux, je peux m'exprimer de cette façon-là. Donc, en passant, moi, je suis la gardienne d'un savoir-faire de 2 clans spirituels reconnus de la nation Mi'kmaq, celui de la libellule argentée et celui du papillon monarque. Donc, ces deux clans séculaires, ces deux clans qui, à travers les générations, ont apporté, chaque personne, chaque être médecine a apporté une parcelle de son savoir. Et en fait, c'est un condensé de ce savoir-là. D'ailleurs, en passant, si vous regardez l'oracle numéro 3, celle de la chamane, elle représente la femme médecine Maureen Guerrière, qui est ma mère de feu. Donc, je l'ai aussi immortalisée aussi. Ça a été une façon aussi, très honnêtement, ça a été très honnêtement une façon, une reconnaissance par rapport à ce savoir-là qui a été transmis. C'est vraiment une reconnaissance d'un merci à mes ancêtres. Qu'est-ce qui vous a fasciné
parce que c'est quand même une découverte probablement pour vous aussi. Bon, on fait la conception, l'illustration et tout ça, mais qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce travail-là? Moi, je te dirais que c'est l'inconnu, en quelque part, parce que j'avais pas beaucoup de connaissances dans le monde amérindien. Et j'ai eu un plaisir, puis beaucoup de découvertes aussi à travers les dessins, puis à travers le rapport qu'il y avait derrière l'oracle. Ça a été très enrichissant en même temps, parce que, bon, premièrement, je ne m'étais jamais arrêté à dessiner quoi que ce soit qui est amérindien. Mais pour moi, ça a été vraiment un beau voyage à faire, là, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Un défi. Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire parce que, parce que Robert, il appartient à une autre philosophie, ou en tout cas, souvent, il me revenait, je sentais de l'insécurité, alors, ça a été pour lui aussi un apprentissage. Et un beau cheminement aussi. Et à travers ça, il y a une belle amitié qui est née aussi. Il y a une belle amitié qui est née aussi de tout ça. Oui. Alors, on invite les gens, donc, ce dimanche 17 janvier à 13h chez Pasquier, dans le secteur Saint-Luc, pour le lancement d'un guide d'enseignement traditionnel des Indiens d'Amérique. Donc, j'ai ici en main Oracle de la Loge des Anciens. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Félicitations Merci, également pour votre travail. Miigwech. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Si vous êtes client du transport collectif à Saint-Jean-sur-Richelieu, on vous informe bien sûr qu'il y a un nouveau guide horaire. Également, on peut vous informer des différentes améliorations apportées au service pour 2016. À chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo, 3 500 $ en prix. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos différents livrets. Pour obtenir de l'information aussi, vous faites tvhr9.com. À demain. Bye-bye.